Bien que la chaîne ne soit pas exclusivement tournée vers ma personne, ça ne veut pas dire que je ne peux pas partager certaines expériences personnelles. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir joué à pas mal de jeux de rythme. Je crois avoir commencé avec Guitar Hero sur la Wii de mon père, ou encore Just Dance sur celle du centre aéré auquel j'allais pendant les vacances. Et, bien que c'était amusant d'y jouer de temps en temps, j'ai jamais vraiment accroché à ces jeux une fois rentré dans l'adolescence. Je me suis quand même essayé à d'autres jeux, comme Melody's Escape ou encore Osu. Plus récemment, j'ai même essayé Mélatonine, que vous avez sûrement vu dans plusieurs YouTube Shorts ou dans les tendances de début 2024. Mais malheureusement, j'y arrive pas. Que ce soit parce que je suis mauvais à ces jeux, ou simplement parce que c'est trop éloigné de ce que j'ai l'habitude de jouer, maintenant que je suis adulte, je pense que c'est plus simple de me dire que le genre des jeux de rythme est tout simplement le genre que j'apprécie le moins dans le monde vidéoludique. Mais malgré cette façon de penser et cette espèce de blocage, les jeux de rythme font partie de mon histoire en tant que joueur de jeux vidéo, et en tant que weeb, même s'ils prennent une partie plus modeste que les MOBA ou les jeux RPG Maker par exemple. Bien que ma relation avec eux ne soit pas idéale, je me suis dit qu'il fallait que je rende hommage à cette petite partie de ma vie, en parlant d'un jeu qui englobe la culture de la chaîne depuis à peu près 15 ans. Mais je ne fais pas une vidéo sur un jeu auquel j'ai très peu joué et qui baigne dans un genre qui ne me plaît pas simplement pour dire que j'ai fait une vidéo dessus, et que, comme ça, mon public n'aura pas à me le demander à venir. Non, j'ai un message que j'essaye de faire passer avec cette vidéo, et ce message ne prendra vraiment sens qu'à la fin de cette dernière. Bonjour à tous et à toutes, je suis Chil Cavaliès de la SACE Web Corporation, et aujourd'hui, et si on parlait de Project Diva ? Project Diva est un jeu de rythme comprenant des Vocaloid, développé, édité et distribué par Sega sur la première console portable de Sony, donc la PSP en 2009. Pour celles et ceux qui sauraient pas vraiment ce qu'est un jeu de rythme, c'est simplement un jeu où il faut appuyer sur des notes en rythme avec la musique jouée. Il y a vraiment rien de sorcier, et il y a vraiment rien d'autre à savoir. Et pour ceux qui se posent des questions, la majorité des jeux de rythme ressemblent à ça. Mais l'oreille attentive, toute droit sortie d'une grotte qu'elle n'a pas quittée depuis presque 20 ans, me demandera « Mais Chil, du coup, c'est quoi un Vocaloid ?» Ce à quoi je lui réponds deux choses. La première, qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Et la seconde, pour ce qui est des Vocaloid, c'est relativement simple. Pour le commun des mortels, ce sont des avatars virtuels qui sont chacun associés à une voix synthétique qui leur est propre. Mais, pour le commun des mecs pointilleux et chiants comme moi, avant d'être des avatars, Vocaloid est un logiciel créé par Krypton Future Media visant à commercialiser un système de voix de synthèse. D'ailleurs, quand on dit que c'est Krypton qui en est l'origine, c'est pas vraiment le cas. En fait, le logiciel Vocaloid tel qu'on le connaît, il a été développé par Yamaha Corporation, qui fait des bateaux, et qui a permis la création des voix de synthèse en 2004. Mais on se souvient beaucoup plus du nom de Krypton parce qu'ils sont ceux qui ont innové en créant ce qu'on appelle des voice banks, qui permettent d'attribuer une voix précise à une identité fictive, ce qui a permis de commercialiser Meiko en 2004 et Kaito en 2006. Avec ces deux-là, le logiciel était à peu près complet, du moins pour sa première version. Mais c'est quand la deuxième version du logiciel sort et Katsune Miku est créée, que Vocaloid va vraiment devenir populaire à partir de 2007. Plus avec l'essor d'internet et de YouTube, ça a aidé beaucoup plus vite. Même si cette vidéo est pas vraiment dédiée au Vocaloid, même si ça a pas vraiment de rapport avec notre histoire, je pense que faire un petit tour d'horizon et une petite présentation, ça s'impose un peu quand même. Nous avons donc Katsune Miku, cheveux bleus, cravate bleue, reconnaissable entre mille, elle est super populaire, et pourtant les artistes continuent de se battre depuis bientôt 20 ans pour savoir si ses cheveux sont bleus ou turquoise dégueulasse. Oui, j'ai un envie tranché sur la question. Kagamine Len et Rin, deux jumeaux identiques que la commu s'amuse à rendre incestueux toutes les 10 minutes, et s'ils couchent pas entre eux, Rin se tape Kaito et Len se tape Miku, ou alors Kaito se tape Len, qu'importe, on juge pas. Sauf l'inceste, parce que bon, faut pas déconner. Meiko, une femme habillée de rouge et brune, qui a l'image sexy et mature des Vocaloid, sauf qu'elle est dégueulasse, et vu qu'elle a très exactement deux bonnes musiques, et les deux par le même artiste, je vais garder ça pour la vidéo sur les chroniques d'Evelius. Il y a aussi Kaito, cheveux bleus avec un style de fuckboy, sa meilleure musique c'est certainement celle où il souhaite à tout le monde de crever, et celle, encore une fois, de Moti, donc Evelius Chronicle. Après c'est peut-être un avis personnel, mais je trouve qu'il est très très bon en chœur. Je pourrais continuer de vous en présenter à la chaîne, mais pour la majorité d'entre eux, ils sont soit trop vieux et sonnent trop synthétiques, soit trop nouveaux pour intégrer le Project Diva.
Et évidemment, ce sont pas les seuls Vocaloid populaires. On n'a pas mentionné Gumi qui est la première à avoir eu une voix potable pour parler en anglais, mais Gurin Luka qui est très souvent considérée comme la rivale de Miku, Ia qui pour le coup n'est juste pas assez populaire pour intégrer Project Diva, Akita Neru qui est littéralement juste la voix de Miku avec du pitch, Kazane Teto qui n'est pas un Vocaloid mais un Utao, les Utaos c'est une version open source des Vocaloids. Bref, on n'a pas mentionné énormément de monde, mais peut-être que l'occasion se présentera une autre fois. On a gravité autour des origines des Vocaloids, mais si Krypton n'avait commercialisé que des voix, on ne serait probablement pas en train de parler de ce sujet aujourd'hui. Et si je vous ai parlé des Vocaloids et que je vous les ai décrits, c'est parce que ces fameuses voix ont été attribuées à des personnages. Et qui dit personnage, dit image de marque, et qui dit image de marque, dit vitrine. Et en l'occurrence, la vitrine du jour, c'est un jeu vidéo. Project Diva est un jeu de rythme très populaire au Japon parce qu'il a été exclusivement présent dans ce pays pendant une longue période de sa commercialisation, au même titre que certains autres jeux de rythme comme Stepmania, qui me fait halluciner à chaque fois que j'en vois un clip. En Occident, on n'en a même pas entendu parler pendant presque 10 ans, parce qu'on était dans l'époque où les jeux de rythme étaient assez peu populaires chez nous, donc CFM n'a pas jugé bon de perdre son argent pour des gens qui n'achèteraient pas le jeu de toute façon. Oui, c'est dommage, et même si je pense qu'au fond ils ont pas foncièrement tort, quand on regarde la popularité des Vocaloids dès 2008 sur YouTube, et des jeux de rythme sur le carton qui a été la Wii à l'époque, au final, peut-être que la décision n'aurait pas dû être maintenue aussi longtemps. Le gameplay du jeu est relativement facile à comprendre, mais y jouer, c'est une toute autre histoire. Pour faire simple, vous avez 4 formes, carré, rond, triangle et croix, et vous devez sélectionner les bons symboles. Dit comme ça, c'est assez facile, mais vu que c'est un jeu qui se joue avec une manette de PlayStation, ça rend déjà plus compliqué de suivre le rythme, vu qu'il est très rapide. C'est d'ailleurs pour ça que pendant un temps, des japonais utilisaient des tapis de Stepmania pour rendre le jeu plus facile. Maintenant que j'y pense, ceux qui sont restés sur la manette de PlayStation ont très certainement dû en exploser plus d'une à cause du jeu. Pas forcément par rage, juste à force d'éclater les boutons pour suivre le rythme. Remarque, ils ont peut-être eu une tendinite avant. La majorité des musiques présentes dans le jeu sont des titres ayant été faits par des artistes qui ont utilisé le logiciel Vocaloids et les voice banks des personnages. Si on doit citer le nom de quelques artistes, on aurait Ryo, KZ, Azuma ou encore Automania pour ne citer que, qui sont dans le bundle principal des maths du jeu. D'ailleurs, au sein des jeux, on a plusieurs musiques tout bonnement iconiques, comme Levon Polka, The Disappearance of Hatsune Miku, Popipo, World is Mine, Rolling Girl, Love is War, Black Rock Shooter, et je m'arrête tant que je peux encore. En d'autres termes, ces chansons, qui ne sont qu'une petite poignée des musiques les plus populaires du jeu, nous donnent une idée de la force de frappe que pouvait avoir Hatsune Miku ainsi que Project Diva sur le monde occidental et surtout en Asie, parce que la totalité de ces musiques existait avant que le jeu ne sorte, et était disponible, pour la plupart, pour tout le monde sur Nico Nico ou YouTube. Project Diva a été un tel bond en avant que Hatsune Miku est l'une des premières artistes virtuelles à avoir donné un concert. Et non, Jonathan et Jean Weeb, le concert de Travis Scott sur Fortnite et les VTubers ne comptent pas. Ici, on parle d'un artiste créé de toutes pièces qui n'existe pas réellement. Après, c'est pas surprenant qu'on en soit au point de remplir des salles de concert, étant donné qu'Hatsune Miku était déjà une icône d'internet super populaire avant que le jeu ne sorte, et que c'était sur la base de sa popularité qu'était l'argument de vente principal du jeu. Et pour cause, toutes les musiques que l'on a pu citer plus tôt sont des musiques produites avec la voix d'Hatsune Miku, mais bon, je donnerai quand même une mention honorable à Kaito et sa musique où il souhaite la mort à l'intégralité de la population mondiale. Même si elle est pas super populaire, il est quand même intéressant de noter qu'elle a son charme, pour une musique Vocaloid qui date d'il y a 15 ans avec une simili 3D à mourir de rire, et des illustrations faites avec Paint. Même si c'est pas un clip officiel, allez y jeter un œil, ce sera un œil en 480p, mais au moins vous regretterez pas. Comment ça a rien à foutre dans cette vidéo? Ok, j'enchaîne. Maintenant qu'on arrive à situer ce qu'est Project Diva et qu'on en connaît quelques titres, on va faire un petit peu de chronologie, parce que cette série de jeux est longue et que ça va faire 15 ans qu'elle est implantée. Et elle a 8 jeux majeurs. Le premier Project Diva s'appelle tout bêtement Hatsune Miku Project Diva. Il est sorti en juillet 2009 et le jeu se vend à 100 000 exemplaires en un rien de temps. Et ça a beau être le premier opus de la série, il a quand même déjà sa façon emblématique et peu commune de jouer avec les 8 symboles principaux de la manette. Rond, croix, carré, triangle, droite, bas, gauche et haut. Que ce soit de la nostalgie ou simplement une façon bête de présenter les choses, quand on discute avec la communauté, ce qu'il ressort, c'est que ce jeu est reconnu comme la manière la plus simple de jouer au jeu. Le deuxième jeu sort un an plus tard, en juillet 2010, et se nomme Hatsune Miku Project Diva 2ème. Ouais, il se foule vraiment pas sur les noms. Ceci dit, c'est dans ce jeu qu'on verra apparaître ce que les joueurs appellent la longue note, ou, comme appelé dans le jeu, la touche combo, qui consiste à rester appuyé sur une touche comme un débile pour avoir du combo. Ne me demandez pas si c'est Project Diva qui a inventé ce truc ou si c'est un truc qu'il a repris d'ailleurs, ça j'en sais rien et je vous avoue que ça m'intéresse assez peu.
Le troisième jeu, appelé Hatsune Miku Project Diva Extent, est sorti en novembre 2011. Et comme celui-là n'apporte pas grand chose de nouveau, je pense qu'il est important de vous dire que ces 3 jeux, ils sont achetables via le PlayStation Store. Mais uniquement au Japon. Donc si vous vivez ailleurs, dommage. Ensuite, nous avons Project Diva F minuscule, sorti sur PS Vita au Japon en 2012. Et d'ailleurs, pour la première fois de la série, cet opus s'ouvre vers le monde occidental, étant donné que la version PS3, qui s'appelle Project Diva F majuscule cette fois-ci, est sortie hors Japon en septembre 2013 en Europe, en version dématérialisée. Et la version PS Vita est sortie en mars 2014 en Europe. Le fait que la franchise Project Diva s'ouvre à la population européenne, qui était sur le toit du monde avec la Corée dans le domaine des jeux de rythme, permet de placer la série parmi les incontournables du genre avec d'autres jeux comme Osu, Eterna ou encore Taito no Tatsujin. Et pour les ricains, vous allez me demander ? Les ricains, ils vont se faire foutre. Personne les aime. Il y a quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé en 2010. La sortie d'Hatsune Miku Project Diva Arcade. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Un Project Diva disponible sur bande d'arcade, basé sur la première version du jeu de 2009. Et je trouve ça trop cool. Et ce que je trouve encore plus cool, c'est qu'en janvier 2017, on a eu un portage de la version disponible en Europe. Ça s'appelle Hatsune Miku Project Diva Future Tone. En vrai, j'étais pas obligé de le citer, mais c'est quand même la giga classe d'avoir un jeu de rythme qui a sa version arcade. Et pour terminer notre frise, nous avons Hatsune Miku Project Diva Mega 39S, sorti le 13 février 2020 et qui est le dernier jeu en date. D'ailleurs, côté asiatique de la force, ce jeu devait vraiment être un cadeau parfait pour un joueur de jeu de rythme pour la Saint-Valentin. Parce que Mega 39S est déjà sorti le jour de la Saint-Valentin et est sorti en même temps que la réédition du premier opus pour la Nintendo Switch. Donc ça nous fait un total d'environ 10 jeux, avec 251 musiques, sur 11 ans au total. Comme quand je l'ai mentionné quand je parlais de l'Europe, la série de jeux s'est imposée comme un incontournable des jeux de rythme. Et ce, malgré le fait que Project Diva ne soit pas vraiment le premier nom qui vienne à l'esprit quand on parle du genre. Et pourtant, même si on ne connaît pas le nom du jeu, que l'on s'intéresse aux jeux de rythme ou non, on connaît des images du jeu. Notamment parce que les MMD qui servent de background sont souvent utilisés en tant que clip officiel ou alternatif sur YouTube quand on parle de Vocaloid. Tenez, par exemple, ça, c'est Senbon Sakura. Ici, Rolling Girl. Et ici, Romeo and Cinderella. Même si là, on vient de survoler une dizaine d'années en moins de 5 minutes, il est important de rappeler qu'entre 2009 et 2020, la technique a pas mal évolué. Et donc avec elle, les jeux ont pas mal changé, que ce soit au niveau du gameplay, du niveau graphique des clips, ou même tout simplement au niveau musical, parce que contrairement à la France où la musique populaire est globalement toujours la même chose, il y a juste à voir quels artistes populaires en 2014 le sont toujours aujourd'hui, et au niveau des Vocaloid, ça a énormément bougé. Et c'est logique, vu qu'avec le temps, le logiciel Vocaloid est devenu bien meilleur, ce qui a permis plus de choses et des voice banks beaucoup moins synthétiques. Par exemple, Hatsune Miku en est à sa 4ème version, appelée Hatsune Miku V4X, et cette version est sortie en décembre 2014, et c'est toujours la plus utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la 6ème version de Vocaloid. Donc évidemment que les personnages que j'ai présentés plus tôt dans la vidéo, ils ne sonnent pas du tout de la même façon aujourd'hui qu'entre 2004 et 2008, où c'était beaucoup plus rudimentaire et que les Vocaloids étaient robotiques. D'ailleurs, c'est bien la V4X de 2014 qui a permis un gros tournant pour que les Vocaloids deviennent presque aussi réalistes que des vrais chanteurs. Et cette logique, on peut aussi l'appliquer à la 3D des clips en background, parce que la 3D a énormément évolué dans ces années-là. Elle est beaucoup moins rigide, et pour le gameplay, c'est à peu près la même chose. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour dire que c'était mieux avant, que la vieille 3D avait le même charme que ce vieux pull moche qui nous rappelle des bons souvenirs et qu'on porte quand même de temps en temps. Mais dans tous les cas, c'est comme pour tout, c'est juste de la nostalgie. Quelque chose que j'aime énormément et qui est universel avec les jeux de rythme, c'est la découverte musicale. Certes, vous pouvez esquiver les musiques que vous aimez pas, mais en dehors des modes de la communauté, le jeu, il est exhaustif. Donc si vous voulez le finir dans son entièreté, vous allez devoir aller vers ces musiques. Et donc vous les découvrez avec le genre musical qui les accompagne, et avec leurs artistes et leurs codes. C'est comme ça que j'ai découvert Deco 27 pour la première fois par exemple. Et même si pas mal de ces musiques c'est pas du tout mon style, je peux pas nier que pour le savoir, ça implique que j'ai écouté quelques musiques. Et ça, c'est grâce à Project Diva et à d'autres jeux de rythme auxquels j'ai pu jouer. Bon, il y a des trucs que je regrette un peu d'avoir découvert, évidemment, comme la breakcore par exemple. Un style de musique où la batterie est hyper active, c'est un peu comme si vous m'aviez donné un rail de coke alors que j'ai une intraveineuse de café. C'est pas pour autant que j'ai pas quelques coups de cœur dans ce style-là, parce que j'aime bien les musiques de Rory in Early 20s, comme Yaderi par exemple, ou les musiques d'H.K. Mori, comme Lost. Mais c'est pas une vidéo sur la breakcore ou même les artistes de breakcore. Je tiens une chaîne de weeb, pas une chaîne de musique. Donc on va revenir sur notre sujet. Ce qui m'a le plus marqué, c'était pas la variété quasiment infinie de genres musicaux à laquelle on a accès dans un seul et même jeu, mais le fait qu'énormément de gens créatifs dans le dessin, la musique, la 3D,
la lumière, l'écriture et plein d'autres domaines artistiques arrivent à transmettre un message par le biais d'une voix synthétique d'un logiciel créé par Yamaha. En fait, je pense que le plus fou, c'est que Project Diva n'est pas devenu aussi grand parce que les créateurs sont des génies musicaux, d'écriture ou même de création vidéoludique. Non, au mieux, CFM c'est des génies de marketing, parce que la raison pour laquelle les jeux ont évolué et se sont améliorés pendant 10 ans, c'est parce que la communauté a continué encore et encore de créer autour des Vocaloids. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que le jeu est toujours joué par une communauté de niche aujourd'hui. Et ce, malgré le fait qu'il soit beaucoup plus difficile d'accès qu'un Osu ou qu'un Quaver. Pour vous donner une idée, la version Steam, au moment où j'écris cette vidéo, a actuellement une 300aine de joueurs qui y jouent en simultané. Et on est en pleine nuit. Et oui, peut-être que les jeux de rythme sont en perte de vitesse par rapport à la décennie précédente, peut-être que Project Diva, que je vous présente comme un incontournable de la scène depuis le début de cette vidéo, est en perte de vitesse et stagne depuis 2021 pour plusieurs raisons, comme le prime des Vocaloids est passé, ou les jeux de rythme sont tous les mêmes jeux, ou même c'est un jeu qui se joue avec 6 boutons et une manette de PlayStation, et d'ailleurs le monteur de cette vidéo qui est un joueur de jeux de rythme, et la personne qui a fait la première version du script de cette vidéo vous parlera beaucoup mieux que moi, et a un petit message à faire passer à la communauté des jeux de rythme. Et c'est l'heure d'une interview, j'imagine. Donc bonjour pour pour cette partie de la vidéo, je serai en interview avec Robin Cavaliès, qui est un ancien Bonjour. joueur compétitif sur les jeux de rythme. Bonjour Robin. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Donc je vais être le plus concis avec mes questions et le plus rapide possible. Est-ce que tu pourrais quand même faire une courte présentation de toi-même et des jeux auxquels tu as joué? Alors bah du coup, bonjour tout le monde. Robin Cavaliès, autrement appelé Chocapic ou Chox en fonction de là où je me trouve. J'ai joué principalement sur Osu et Quiver, qui ont été les deux jeux où j'ai réellement, on va dire, performé et où j'ai pu avoir des rangs assez intéressants, quand même gagner des compétitions francophones. Ok, très bien. Donc, mes questions seront un petit peu désorganisées. Dans la première version du script de cette vidéo, car c'est toi qui as écrit, tu avais dédié un paragraphe entier à propos du fait que Project Diva nécessitait 6 boutons, alors que la plupart des jeux de rythme ne nécessitent que 4. Pourquoi et en quoi ce changement est aussi important? C'est assez simple en soi parce que, faut se dire quelque chose, c'est que 4 touches, ça va être le plus, ergonomique, le plus facile et le plus logique à prendre en main. Parce que 4 touches, index majeur de chaque main, c'est le plus, facile à prendre en main et le plus facile à appréhender. 6 touches, c'est relativement compliqué pour la simple et bonne raison que, dans un premier temps, c'est un chiffre pair et vous n'avez pas 6 doigts par main. Donc vous pouvez pas faire, 3 doigts, 3 doigts. Donc ça nécessite à choisir des touches particulières au niveau de votre manette ou de votre clavier en fonction si vous jouez avec un émulateur ou non, pour pouvoir réussir à jouer convenablement. À savoir que de base, même les bons joueurs ont du mal avec 6 touches. À ce point? Ah oui, oui, vraiment. Mais moi, ce que j'imaginais avec cette question, c'est que peut-être ce serait par rapport au fait que jouer avec une manette à un jeu de rythme, c'est déjà compliqué et que du coup, rien qu'avec les tendinites, parce que les joueurs de Project Diva qui ont fait des tendinites, ça amplifiait les risques pour la santé des joueurs. J'imaginais quelque chose comme ça. Et en fait, ça c'est indéniable, hein, de toute façon, parce que dans tous les cas, peu importe le jeu auquel vous jouez, si vous y jouez beaucoup trop, vous risquerez par avoir des problèmes de santé. Sauf si vous jouez à Alexandra Lederman, là ça devrait aller. Mais oui, effectivement, il va y avoir des risques dans le domaine de la santé, c'est sûr. Mais c'est pas non plus des risques qui vont réellement avoir, que ce soit 2 touches de plus ou de moins, que ce soit sur un clavier, ça va. Sur une manette, c'est vrai que d'un point de vue ergonomie, c'est beaucoup plus compliqué. Là-dessus, c'est indéniable. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, à mes yeux, c'est totalement, je dirais pas dangereux, mais débile d'ajouter des touches en plus parce que c'est gaulerie. Après, peut-être que Krypton Future Media avait leur raison de faire ça. Je vais passer à la question suivante. Celle-là, elle est beaucoup plus vague et beaucoup plus bateau. Ce serait tout simplement de te demander ce que représentent les jeux de rythme pour toi et quels bénéfices tu pourrais accorder aux jeux de rythme par rapport aux autres genres de jeux, que ce soit Project Diva ou bien d'autres jeux. Pour moi, les jeux de rythme, ça a quand même été une partie de ma vie. J'ai joué de 2017 pardon, en 2023.
Donc ça représente quand même un pan de ma vie relativement important. J'y ai beaucoup joué, j'y ai pris du plaisir. Forcément, j'ai également, je me suis forcément énervé. Quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on est énervé. Mais ça a vraiment une part très importante, pour moi dans ma vie. Ça m'arrive d'y rejouer de temps en temps pour le plaisir de refaire une partie ou 2, mais ça a vraiment une place réellement importante et si je devais dire, à mes yeux, ce qui apporte réellement, la différence qu'il peut y avoir entre un jeu de rythme et on va dire un Call of Duty, ça va être, tout ce qui va être en rapport avec, le musculaire et micromusculaire. La mémoire musculaire et micromusculaire. Et les réflexes, forcément, C'est-à-dire qui vont être travaillés. les réflexes, vous pensez? Réflexes, et mémoire, micromusculaire. C'est lié par rapport au fait que les jeux de rythme sont principalement des jeux très nerveux? Plus par rapport au fait que tout est prédéfini dans le sens où la map, elle est faite telle que le mappeur l'a décidé et elle ne changera pas. Donc si vous la faites 500 fois, au bout d'un moment, ça va rentrer dans la mémoire musculaire. Je vois, et j'imagine que pour les réflexes, c'est dû à la rapidité de certaines maps. C'est ça, il y a des maps qui sont très, très rapides ou alors simplement la vitesse de défilement, peut être configurée à ce qu'elle soit rapide pour littéralement tout type de joueur. Ça peut être très lent, très rapide ou médium et effectivement, ça peut entraîner, les réflexes. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, par exemple l'initiation à la musique peut-être, pour les jeux de rythme, que les jeux de rythme apportent? Ça, encore une fois, ça va être tout dépendre du jeu en question. Si on parle de Taiko no Tatsujin, qui est un jeu coréen, si je ne me trompe pas, dans tous les cas, ce jeu nécessite, dans la majeure partie des cas, c'est dans une salle d'arcade déjà, et surtout, ça se joue avec un tambour et deux baguettes. Et donc, par conséquent, si on joue à des jeux comme ça, avec des périphériques adaptés pour, ça peut initier à de la musique. Mais c'est pas en jouant, à un jeu genre Piano Tile, que, vous allez devenir un virtuose du piano. Ah, je pensais pas ma question dans ce sens. Je pensais dans le style découvrir de la musique. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, non, oui, oui. Les plateformes de téléchargement de musique, pour les jeux, est, un excellent moyen de se découvrir de découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux styles de musique qui pourraient vous plaire. Ça, c'est oui, effectivement. Parce que ce que j'avais en tête, c'est que par exemple, je pense que aujourd'hui tout le monde écoute de la musique via YouTube, Spotify, Spotify, Deezer. etc. Mais généralement, avec ces plateformes-là, on s'aventure dans des styles de musique qu'on connaît euh, et qu'on a l'habitude d'écouter, par exemple rap ou dans mon cas des musiques d'animé. Mais ce que je pensais, c'est que les jeux de rythme permettaient de mélanger un peu tout ça. Est-ce que c'est le cas? Les bibliothèques de téléchargement de maps pour les jeux de rythme sont extrêmement variées. Ça peut aller de la musique française, comme à de l'électro, de la breakcore et d'autres styles musicaux relativement obscurs, que la majeure partie des gens ne connaissent pas, ou au moins de nom. Hmm. Ça, c'est sûr. Et il est sûr que dans n'importe quel jeu de rythme, on peut découvrir et écouter littéralement de tout. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il y a pas... Disons que l'éditeur du jeu va pas vous dire non, ça on le veut pas parce que c'est ce style de musique. Je vois. Donc, Donc ça reste au bon vouloir du joueur de découvrir ce genre de musique. Mais globalement, on peut tout rencontrer dans certains jeux de rythme comme Osu ou encore Quiver. c'est ça. Dernière question avant la fin de cette entrevue, et ce serait la suivante. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui, dans le public, pourraient être soit réticents à approcher les jeux de rythme, à ceux qui y jouent mais qui se trouvent mauvais et qui se sentent vraiment peut-être mal à cause de ça, et mais aussi aux joueurs établis et installés dans la communauté de ces jeux? Le seul message que personnellement je me permettrais de transmettre à tous ces joueurs-là, peu importe la catégorie à laquelle ils appartiennent, c'est qu'il faut jouer pour prendre du plaisir. Le jeu, c'est avant tout un divertissement et c'est fait pour nous détendre et pour qu'on apprécie y jouer. Le but n'est pas de passer sa vie dessus, de se la tuer, de se mettre en danger. C'est avant tout de prendre du plaisir. Donc peu importe le niveau qu'on peut avoir, le but principal reste quand même de s'amuser.
Ça fait très bateau, mais c'est le cas. C'est-à-dire que vous soyez, très haut ranké comme 50 mondial ou alors, bas ranké comme, 1 000 000 mondial, tant que vous prenez du plaisir, tous les 2, vous pouvez pas rêver mieux. Après si vous êtes compétitif, c'est sûr que ça fait un peu plus mal à l'ego de savoir qu'on a du mal à ranker, c'est sûr. Moi, je me prends pour exemple parce que je suis vraiment quelqu'un qui est très très éloigné des jeux de rythme. Tu dis que l'amusement est la chose principale. Donc, moi qui n'arrive pas à m'amuser sur un jeu de rythme, ce serait du coup logique que je m'en éloigne. Mais si par exemple, j'arrive pas à m'amuser dessus, mais que j'ai quand même de la curiosité, est-ce qu'il y a des solutions pour moi? Oui, il y a des solutions. Si l'aspect du jeu de rythme peut au premier abord faire peur, la meilleure manière à mes yeux de s'y intéresser et de faire marcher, on va dire, sa curiosité, ça va être, dans un premier temps, installer le jeu. Parce que si vous n'avez pas essayé, vous savez pas si ça vous plaît. Ça c'est un peu une réponse. Elle est. Oui, faut quand même l'installer, c'est normal. Si tu ne touches pas au jeu, tu ne joues pas, techniquement. Il y a beaucoup de gens qui se basent sur des a priori, c'est pour ça que je préfère quand même le dire. Ah, c'est vrai, ça se tient, je ne dis pas le contraire. Dans un premier temps, jouer au jeu. Dans un deuxième temps, si vraiment la curiosité a du mal, n'a pas été, on va dire, assouvie à sa juste valeur, dans ces cas-là, vous pouvez ne pas hésiter à contacter d'autres joueurs. Car ça reste que même si c'est, un jeu, compétitif, la communication est totalement possible sur les jeux. C'est totalement possible. Il y a des chats qui sont faits exprès dessus. Ou alors rejoindre des Discord, qui sont, spécialisés pour la commu francophone, anglophone, et d'autres langues. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'aime pas jouer aux jeux de rythme à titre personnel, par exemple, je sais pas parcourir la map en tant que joueur, est-ce que tu penses que être mappeur, pour les gens qui sont curieux à propos des jeux de rythme, ça pourrait être une solution? Si le but principal reste quand même d'écouter de la musique et d'en faire découvrir, oui. Si le but principal est de jouer et avoir du plaisir au jeu, je pense pas, non. Très bien. Bah, j'ai plus de questions. Je te remercie d'avoir répondu Mais je t'en prie, c'est normal. et je te souhaite une bonne journée ou soirée. De même. Au tout début de cette vidéo, je vous ai dit que je faisais cette vidéo pour faire passer un message. Un message qui expliquerait pourquoi je fais une vidéo sur un sujet qui ne m'intéresse pas, vu que je ne suis ni un joueur de jeux de rythme, ni un grand auditeur de musique. Certains d'entre vous doivent penser que peut-être j'avais juste envie de parler de Vocaloid. D'autres doivent se dire que c'est une vidéo juste faite pour sortir une vidéo longue et qui n'a pas de but. Et on va pas se mentir, cette vidéo est passée par tous ces stades. Le résultat était à chaque fois décevant et c'est pour ça que j'ai fini par demander à une personne extérieure de faire le premier jet de ce script. Il m'a servi de base et en y retravaillant ensemble, on s'est rendu compte que ce qui fait la particularité de Project Diva par rapport à beaucoup d'autres jeux de rythme du même genre, mais aussi du paysage vidéoludique, c'est son contenu. Project Diva est un jeu officiel, sorti et commercialisé sur console, dont le contenu est 100% communautaire. Et donc quand les artistes créent autour des Vocaloids, ça peut être trois choses. Le plaisir de le faire, comme peuvent le faire les gens qui s'amusent à faire ce qu'on appelle des vocalo-sheets, des covers, ou même ce genre de mème. Faire vivre le médium, là encore on peut retrouver des covers, mais on peut avoir des expérimentations musicales ou encore des sagas de musique comme les Chroniques d'Evilius, les Zen Night ou encore la saga des Kitsune. Mais certaines personnes peuvent aussi se lancer là-dedans avec l'ambition d'être canonisées dans les jeux officiels. Après tout, c'est comme faire partie de l'élite. Mais la réalité, c'est qu'on s'en fout de ce qui motive réellement un artiste. Passion, ambition, espièglerie, qu'importe. Que la musique soit prenante ou non, que le clip officiel soit marquant par son animation ou qu'il soit juste une bête image fixe avec des sous-titres ou non, qu'il ait un lore qui mène quelque part et suffisamment captivant pour plonger dans un terrier de lapin ou non, qu'importe qui est la personne qui y crée, que ce soit un gamin de 14 ans ou un vieil homme de 70 ans, on se fiche de ce qui a motivé à sa création. L'important, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend et les émotions que ça procure. Et encore, la dernière chose qui importe, peut-être le saint graal de tout artiste ayant décidé de rendre un jour leur création publique, la postérité. Prenons l'exemple de Wowaka, qui a commencé à créer autour des Vocaloids en 2009 avec son album Unhappy Refrain. Il est passé à la postérité pour deux raisons. La première, c'est que c'est lui qui a révolutionné les Vocaloids. La seconde, c'est qu'il est devenu et est encore aujourd'hui une inspiration et une base pour beaucoup d'autres créateurs. Et ce, malgré le fait qu'il soit mort en 2019, et qu'il a été plus actif dans la commu Vocaloid depuis 2013. L'autre jour, je me baladais sur YouTube, et je suis tombé sur un clip vidéo Vocaloid qui s'inspire du jeu RPG Maker The Witch House. Est-ce que le créateur du jeu s'imaginait passer d'un média à un autre ? Bien sûr que non.
En fait, si je devais résumer ce que j'essaye de dire depuis que l'interview s'est terminée et le message que je veux passer en une phrase, et que j'arrive vraiment pas à formuler correctement depuis des mois, ça donnerait un truc du genre: tous les arts sont collectifs parce que tous les artistes créent pour en inspirer et en motiver d'autres. Et là, je suis obligé de me prendre comme exemple, parce que je ne peux pas me projeter dans la tête de quelqu'un d'autre. J'écris depuis que je sais lire et écrire. J'ai toujours aimé ça, au fil des années ça m'a permis d'écrire des pièces de théâtre, des histoires, des reviews, des vidéos YouTube, et, plus récemment, j'ai commencé un jeu vidéo. Et pour trouver mon propre style d'écriture, je me suis toujours inspiré d'autres sources pour trouver mon style. C'est encore le cas aujourd'hui, que ce soit pour les vidéos où je m'inspire de The Great Review, Combo et Ardeta, pour les histoires que je peux m'amuser à écrire en même temps, où là je pioche dans toutes les références littéraires que j'ai pu avoir au cours de ma vie, et pour ce qui est de mon jeu, je pioche dans mes connaissances vidéoludiques de RPG Maker que j'aime bien. Purgatory, The Witch House, Pathfather, Bizao, la saga Lisa, Anne, la saga Black Souls, la saga Sequel, et voilà ce que je pense que Project Diva est pour d'autres personnes que moi, une source d'inspiration. Et que la communauté soit d'accord ou non avec la sélection des musiques officielles, c'est très certainement elle qui va encourager bien d'autres personnes à s'intéresser au Vocaloid, et à continuer encore et encore à créer autour d'eux.